Reynard, bonjour, merci Bonjour. d'être avec nous ce matin. Alors, plusieurs sujets vont être évoqués, mais nous allons commencer par évoquer le dernier numéro de la revue Ça m'intéresse, Histoire. Pouvez-vous nous dire d'abord quelques mots sur cette publication? Ça m'intéresse, Histoire. On le dit en un seul mot? On le dit en un seul mot, oui. Voilà, Je vous je le vais la donne montrer pour les auditeurs qui nous suivent, voilà, sur vidéo. Ça m'intéresse, Histoire. Voilà. Alors, je voulais vous parler de Ça m'intéresse Histoire, du dernier numéro. Ça m'intéresse Histoire, en fait, c'est une déclinaison du magazine Ça m'intéresse, Oui. qui avait été lancé en kiosque en 2010. Et au départ, le magazine est un mensuel qui s'appelle Mémo. Et en 2011, Mémo s'est rebaptisé Ça m'intéresse Histoire et a adopté une publication trimestrielle. Donc bimestrielle, c'est oui. ça. Et Ça m'intéresse Histoire fait le lien entre passé et présent. Elle aborde l'histoire avec un traitement inédit, il apporte du sens et des repères en réinscrivant notre vie et l'actualité dans une histoire. C'est ce que précise le site de Prismaper Presse, l'éditeur du magazine. La revue, donc, si vous voulez, présente un profil pédagogique et vulgarisateur, similaire à son grand frère, Ça m'intéresse, un magazine mensuel français de vulgarisation scientifique dont le premier numéro fut publié en mars 1981. Alors, pourquoi est-ce que vous nous conseillez ce matin la lecture du dernier numéro de Ça m'intéresse Histoire? Alors, Pourquoi? je conseille cette lecture aux éditeurs de Radio J d'abord, parce qu'on est redevable aux journalistes, auteurs du dossier principal sur les Justes, et notamment sur ces villages qui ont caché des Juifs, d'avoir réalisé un dossier extrêmement complet sur ces hommes et sur ces femmes qui ont aidé des Juifs partout en Europe. Pas par intérêt, pas pour de l'argent, mais par simple humanité. Parfois pour un peu d'argent quand même. Certains, oui. Certains, Mais en tout cas, ceux qui ont été déclarés comme justes, normalement, c'était bénévole. C'était, oui. voilà, sans contrepartie. Donc, c'est un numéro, Lise, qu'il faut conseiller à tous de lire, car c'est sur l'oubli, et l'oubli que l'oubli existe, que le négationnisme fonde ses délires conceptuels. On ne saurait trop conseiller la lecture de ce dossier à un polémiste, dont les parents d'ailleurs furent déchus de la nationalité par Vichy, et qui vocifère sur les plateaux que Pétain a protégé les Juifs. Oui, on prononce pas son nom. Voilà, on prononce pas son nom. Voilà. On sait que le mythe du Pétain protecteur des Juifs ne résiste pas une seule seconde à l'analyse. Il y a eu beaucoup de Juifs protégés, sauvés par des Justes, des Français héroïques. Les 75% de personnes sauvées, ce n'était pas Pétain, c'était malgré Pétain qu'ils ont été sauvés, malgré Laval, malgré les collaborationnistes. Vichy, écrivait Serge Klarsfeld, a contribué efficacement à la perte d'un quart des Juifs de France. Les Français, quant à eux, ont contribué efficacement au sauvetage des 3 autres quarts. Et en même temps, donc bon, c'est important puisqu'il y a quand même une sorte de négationnisme un peu dans l'air. Oui, donc mais c'est si important de le rappeler, David Reynard. Merci. Je vous laisse continuer. Oui, et puis aussi, ce qui est important dans ce numéro, dans le dernier numéro sur les Justes de la revue, c'est que l'histoire est tellement froide, elle est indifférente, elle est objective, elle réduit notamment à des chiffres la singularité des êtres, et il est essentiel de donner un nom, un visage, un corps à ceux qui n'étaient que de simples matricules. Il est essentiel de redonner toujours un nom propre à ceux qui les ont protégés et sauvés aussi, d'autant que 3 générations ont suffi à ce que les témoins directs meurent les uns après les autres, laissant derrière eux leur existence et aussi leur témoignage singulier. Alors, c'est tellement important de le rappeler. Et en fait, cette revue, elle est sortie en pleine polémique, si je comprends bien. C'est ça. Ah oui. Alors, à qui, par exemple, ce numéro consacré aux Justes rend-il hommage? Dites-nous. Alors, ce numéro de Ça m'intéresse Histoire souhaite honorer en effet la mémoire de ces héros très discrets. En première page, là, je vois par exemple, ça commence par Adélaïde Hautevaf, par exemple, donc, le courage en personne. Cette femme qui s'était bricolée sa propre étoile jaune fut déclarée par les nazis amie des Juifs et elle a été internée dans un camp français en vue de sa déportation. Elle arrive à Auschwitz-Birkenau le 27 janvier 1943. Dans le camp de la mort, elle est affectée à l'infirmerie où elle refusera de déclarer les détenus les plus faibles comme inaptes au travail, leur évitant ainsi la chambre à gaz.
Adélaïde Odeval a survécu comme les déportés, des centaines de déportés oui. qu'elle a protégés. Elle a été reconnue juste parmi les nations par l'Institut Yad Vashem en 65. Et on peut voir sa photo à la première page du numéro. Un article aussi est consacré à un couple, Blanche et Lucien Robben, qui ont caché chez eux des dizaines de résistants, de juifs, de fugitifs, avec, il faut dire, la complicité tacite des habitants de la petite commune de Haute-Garonne. Au total, c'est plus d'une soixantaine de personnes qui ont trouvé refuge chez les Robben durant l'occupation. Et parmi ces personnes-là, il y avait le philosophe Edgar Morin, et il y avait aussi Clara Malraux, l'épouse d'André Malraux, qui s'est très tôt engagée dans la résistance et qui a séjourné chez les Robben avec sa fille Florence. Et qui était aussi, bien sûr, écrivaine. Voilà. Et c'est tout le village qui, en réalité, a protégé ces villes menacées par Vichy et les nazis. Les époux Robben ont été reconnus justes parmi les nations par Yad Vashem, et ça, c'était en 2017. Il y a encore un article de 2 pages sur le professeur Borromeo qui, en 1943, a inventé un mal mortel très contagieux afin de protéger des juifs réfugiés dans son hôpital pour échapper aux persécutions. Un article de 2 pages donc qui raconte comment est venue à Giovanni Borromeo l'idée folle d'inventer le syndrome K afin de sauver des malades imaginaires mis en quarantaine, eux, sous de fausses identités, et c'était en réalité des juifs en bonne santé. Bonne santé, oui. Le 13 octobre 2004, Yad Vashem va décerner le titre de juste parmi les nations à ce médecin grâce au témoignage d'une famille qui l'a caché pendant la guerre. Et là, on comprend vraiment qui a sauvé des Juifs pendant l'occupation. Est-ce que le numéro nous dit qui peut devenir juste? Alors, oui, il y a 2 pages encore qui citent quelques sûr. noms parmi les 27 921 personnes honorées dans 51 pays. Attendez, on va le dire plus lentement. 27 921 personnes honorées dans 51 pays. C'est important. Et on voit même le tableau dans le magazine, dans la revue, sur le nombre de justes parmi les nations recensées dans le monde au 1er janvier 2021. Ouais. Mais ce qui est important aussi, c'est les noms propres qui sont cités. Bien sûr. Donc parmi elles, il y avait le père Jacques qui a scolarisé dans son établissement des adolescents juifs sous de fausses identités et qui sera déporté à Mauthausen. Et ce personnage a inspiré Au revoir les enfants à Louis Malle, qui était pensionnaire justement du petit collège des Carmes, dont le père Jacques fut directeur pendant la guerre. Et le père Jacques va être reconnu juste en 1985. Et puis, c'est aussi un film avec Gérard Jugnot qui interprète tout magnifiquement, à voir en famille et à revoir, c'est important. Ah oui, complètement. Oui. D'autres justes dans la longue liste que l'État d'Israël honore sont cités, parmi lesquels Hélène de Roumanie, qui en 1942 empêche des déportations et rapatrie des Juifs déportés, ou Karl Lutz, ce vice-consul de Suisse qui a délivré en 1942 des laissez-passer à des dizaines de milliers de Juifs hongrois, leur permettant de rejoindre la Palestine, alors sous mandat britannique. Lutz est l'un des premiers d'ailleurs à recevoir ce titre de juste en 1964. Il y a un encart donc qui dans ces 2 pages, pour vous dire, donc pour répondre à votre question de qui peut devenir juste, où sont nommés dans ces 2 pages les quelques noms de justes, et cet encart nous explique en effet qui peut devenir juste. Yad Vashem a mis en place en 1962 une commission pour désigner les justes. Le titre est décerné à des personnes non juives qui, au péril de leur vie et de celle de leurs proches, ont aidé des juifs persécutés par l'occupant nazi sans demande de contrepartie. De contrepartie, c'est si important. Une distinction accordée aux personnes physiques de leur vivant ou à titre posthume. Et cette commission est composée pour moitié de juristes et pour l'autre de survivants de la Shoah et d'historiens. Alors, à quelle date l'Institut Yad Vashem en Israël est-il fondé? Alors, on apprend dans l'article introductif au dossier que le terme de juste, d'ailleurs, qui est tiré du Talmud, dans lequel, à l'origine, il désigne des personnes qui, tout en étant non juives, respectent un certain nombre de commandements du judaïsme. Ce terme a été repris dès 1942 dans le projet de commémoration des victimes de la Shoah, imaginé par Mordechai Shenabi, un juif palestinien qui avait prévu de documenter justement le sort des disparus
mais également d'honorer ces personnes non juives qui ont aidé les membres de sa communauté au péril de leur vie. Et c'est le 19 août 1953 que le jeune État d'Israël reprend cette idée et fonde l'Institut Yad Vashem basé à Jérusalem. C'est le procès Adolf Eichmann qui relance la reconnaissance des Justes. Lors de ce procès, nous rappelle Sarah Genburger, une historienne directrice de recherche au CNRS, qui a interrogé dans ce numéro. Le procureur va mettre en avant la culpabilité d'Eichmann et du régime nazi, mais il va contrebalancer avec des exemples ceux qu'il appelle les Justes, donc parmi les nations. C'est aussi dans un contexte de visée politique internationale de l'État d'Israël, qui voulait en même temps montrer la responsabilité du monde dans la Shoah, tout en gardant des relations diplomatiques pacifiques, positives avec un certain nombre d'États européens, que se déroule la première cérémonie d'hommage aux Justes le 1er mai 1962. Et il y avait eu une polémique à propos du titre de Juste proposé en l'honneur d'Oskar Schindler. Et suite à cette polémique, la commission de désignation des Justes voit le jour. Et ça, c'est en 1963. Et on sait quelle polémique Oui. C'est-à-dire qu'il ne devait pas être reconnu comme juste, en fait. Oui. Certains ont dit justement qu'il avait demandé des contreparties en échange de l'aide qu'il apportait et qu'il aurait fait travailler des Juifs. Des Juifs pour son compte. Alors, à ce jour, où en est-on ? Alors, à ce jour, l'Institut Yad Vashem a attribué le titre de Juste parmi les nations à près de 28 000 personnes dans le monde. Donc. Alors, il faut savoir qu'il y a des règles et que vous qui nous écoutez, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps qu'on me demande... On ne peut pas faire, on ne peut pas juste en disant voilà on m'a dit que faire déclarer quelqu'un juste. On peut le faire à titre post-mortem, mais il faut des témoins, des papiers, des témoignages. Je le dis pour les auditeurs qui nous écoutent. Puisque les personnes qui ont caché, par exemple, mon père pendant la guerre, ont été reconnues comme justes. Ah oui. Voilà. Mais vous avez grâce à ma tante, qui a pu fait témoigner. Un dossier et qui a pu témoigner. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc c'est très important. C'est pas quelque chose de facile ni de léger. Alors la revue soutient aussi que la notion de juste dépasse le cadre historique de la Seconde Guerre mondiale. Oui, en effet, c'est le père Patrick Desbois qui, dans ce numéro, rappelle que sauver des vies face à la barbarie nazie ou la barbarie, par exemple, de l'État islamique, mais de la même façon celui qui porte secours en grand danger. Le père Desbois est celui qui s'est donné pour mission de localiser dans les pays d'Europe de l'Est les fosses où des milliers de Juifs furent abattus entre 41 et 44, entre 1,7 million et 2 millions de Juifs et de Tziganes ont été exécutés par arme à feu par les nazis et leurs collaborateurs locaux. Donc c'était ce qu'on appelle la Shoah par balle. Dont la famille de mon grand-père maternel. Je le dis parce que c'est important, c'est pas abstrait, c'est du concret. Ça. Voilà. C'était il n'y a pas si longtemps. Que ce soit dans les forêts froides donc des pays de l'ex-Union soviétique ou sur les terres arides du nord de l'Irak, les hommes courageux qui ont fait le choix du bien au mépris du danger ne sont pas forcément des justes parmi les nations au sens qui est défini par Yad Vashem, mais dans tous les cas, le danger à porter secours existe. Et voilà, ce numéro se termine d'ailleurs en ayant recours à la citation d'une phrase d'Elie Wiesel: « Gardez foi en l'homme malgré les hommes ». C'est très très beau. Alors David, je vais juste rajouter quelque chose en ce qui concerne ceux qui ont sauvé des Juifs en France et ceux qui ne l'ont pas fait. Moi, je conseille d'aller au mémorial de la Shoah où il y a des papiers grâce auxquels, des documents surtout, c'est pas des papiers, des documents signés de la main d'un certain Pétain qui prouvent juste par A plus B qu'il n'a jamais sauvé aucun Juif en France. C'est hyper important de le préciser et on peut y aller, on peut vérifier. Le mémorial est là pour ça. N'ayez pas peur d'y aller, c'est très très instructif, ni d'y emmener vos jeunes. Non seulement il n'a pas sauvé de Juifs, mais pour rappeler ce que disait Laval, n'oubliez pas les enfants. Oui, exactement. Bon,
Merci d'avoir rappelé tout ça. Grâce à cette revue exceptionnelle, ça m'intéresse, histoire à se procurer de toute urgence et à garder comme un document familial. Je crois que c'est ce qu'on peut dire. Alors, David Reinhardt, c'est aussi une maison d'édition. Oui, Une merci. maison d'édition avec beaucoup de livres, parce qu'on sait que ça vous tient à cœur et il y a de quoi, avec beaucoup de livres qui ont à voir avec cette période, mais d'autres aussi qui ont moins à voir. Quelles sont les dernières parutions de David Reinhardt édition, David? Je sais que vous hésitiez à en parler parce que vous êtes d'une immense modestie, mais moi je trouve que il y a des livres. D'ailleurs, on va bientôt je vais avoir le plaisir d'interviewer certains de vos auteurs. Pour l'heure, de qui s'agit-il? Bon, en modestie, je ne crains personne. Alors, par exemple, il y a L'Armoire, un livre de Jérôme Segal, qui a été d'ailleurs préfacé par Sage Klarsfeld, Oui. qui dit que cette recherche est une réussite et qu'elle mérite de passionner un large public. C'est une histoire sur 4 générations, à mi-chemin de l'histoire et de la littérature, dans lequel Jérôme Segal cherche ses racines en tirant les fils d'une enquête quasi policière. Et moi, je suis assez fasciné par les histoires du passé, donc Bien ce sûr. texte vraiment m'a plu d'un point de vue aussi bien littéraire que historique. On découvre par exemple ses arrière-grands-parents qui avaient fait fortune dans un pays défunt, la Galicie, Ah oui. de l'Empire austro-hongrois, et qui ont fui la Première Guerre mondiale, qui se retrouvent à Vienne sans pour autant se mêler à la masse, à la pauvreté des masses prolétariennes juives. Le grand-père aussi, que l'histoire avec sa grande hache oblige à fuir son pays en mai 38. Il y a les parents qui sont des militants communistes dans les années 70 et qui participent à Saint-Quentin en Yvelines notamment à l'utopie d'une vie nouvelle, mais bientôt, hélas, ravagée par l'islamisme. Et il y a aussi une armoire qui, si vous voulez, constitue le pivot entre les chapitres. Et qui contient des secrets de famille? Alors, Un c'est peu oui, c'est ça. indirectement. Non, c'est, si vous voulez, l'objet qui est transmise de génération en génération. La D'accord. 4e génération est celle de l'auteur d'ailleurs, qui décide en 2004 de faire le chemin inverse de celui de son grand-père, qui quitte la France pour s'installer à Vienne, où le passé de sa famille se fait de plus en plus présent. Et c'est un texte à la mesure du monde. Et il est revenu en France? Non, il habite à Vienne. D'accord. Si vous voulez, il apporte son grain de sel dans la grande et belle conversation entre les vivants et les morts. Et il donne toujours, c'est important, à l'indifférence de l'histoire, le don du concret et de la véracité. Et donc, voilà, Donc c'est Jérôme L'Armoire Segal, de très Jérôme Segal. important. Très, très important. Quoi d'autre? Alors, il y a un livre aussi qui va sortir, qui n'est pas encore sorti, mais je vous le dis en exclusivité. Ça s'appelle, je vous en avais parlé, Devenir Feldenkrais. Oui, C'est, je vais le recevoir aussi. Alors, c'est cette méthode extraordinaire mise au point par Feldenkrais lui-même et qui a tendance beaucoup à se répandre, à revenir aujourd'hui en France, en Europe. Ça permet quoi, David? Alors, c'est alors là, c'est pas un livre vraiment sur la méthode, Oui. mais plus sur l'auteur de la méthode. Ah, super. Donc, c'est-à-dire que c'est un livre qui raconte c'est écrit par Philippe Banquet, Oui. qui a déjà écrit des livres et qui a traduit aussi de l'anglais un très beau livre d'Eva Itzrak qui s'appelle Les chants que ma mère m'a appris, qu'on a édité aussi. Et Devenir Feldenkrais, ça raconte avec humour et passion aussi le parcours hors du commun de Moshe Feldenkrais. De Moshe Feldenkrais, qui a été le professeur de David Ben Gurion. Voilà, c'est ça. Excusez-moi du peu. Et si vous voulez, il raconte justement comment il a fui la misère, les pogroms, comment il a quitté son shtetl d'Ukraine en 1918. Il avait alors 14 ans, il est parti pour la Palestine. Il va être, cet homme, Feldenkrais, il va être maçon, expert en self-défense, passionné de football, cartographe. Il va devenir docteur en physique en France et aussi une des premières ceintures noires de judo en Europe. Il a vraiment un itinéraire incroyable d'une vie. Et la méthode Feldenkrais aujourd'hui est pratiquée et enseignée dans le monde entier. Alors c'est une forme de gym douce, mais pas si douce que ça quand même. Et c'est quand même, pour résumer tout, la méthode qui a permis à David Ben Gurion, qui était très complexé par son physique, petit trapu, de faire le poirier
Et c'est la statue qu'on a le long de la Taillellette, le Ouais, nom c'est ça. de la C'est ça. promenade de Tel Aviv. Un autre Oui. livre, peut-être? Oui, alors, rapidement, il y a le livre de Stéphane Ancel qui s'appelle Ce n'est pas que de la télé, ce que le système Hanouna dit de la Oui. France. Alors là aussi, on fera une émission. C'est très intéressant. Alors, c'est une analyse vraiment sémiologique des émissions de Cyril Hanouna. Oui. C'est un petit livre qui montre comment ce personnage qui s'est rendu incontournable dit tellement de la société française sur le rejet de la verticalité, l'omniprésence des réseaux sociaux, le triomphe de l'infotainment, la fin annoncée de la télévision. Un peu le Et populisme c'est, aussi, ouais, faut c'est ça, dire ce qui est. un populisme télévisuel. Oui. Et donc, alors qu'il va faire paraître un livre au titre symptomatique, ce que m'ont dit les Français, il était temps de se demander un peu, voilà, comment ce que Hanouna justement Il était dit temps de la qu'un France. intellectuel comme Stéphane Ancel essaye de faire une véritable analyse du contenu des émissions. Non? Oui, c'est ça, hein. c'est ça. C'est une analyse, Oui. mais vraiment à la lumière de textes, à la lumière de penseurs. Donc c'est pas un livre people, c'est un livre Non, non. vraiment qui va voir, qui va décrypter les émissions de Hanouna pour montrer ce qu'il y a derrière. Oui, donc, on connaît bien Stéphane Ancel et on peut imaginer qu'évidemment, le livre va être passionnant. Ça s'appelle Ce n'est pas que de la télé. Voilà, ce n'est pas que de la télé, paru aux éditions David Reynarc, Stéphane Ancel. David, merci pour tout Merci cela, bravo. infiniment, Et puis tenez-nous bien sûr régulièrement au courant de votre actualité et on vous retrouve dans quelques semaines pour une nouvelle revue des revues. Merci beaucoup. Bonne journée à vous, au revoir. Au revoir.